Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, José Cocovi. Donc, ça fait 34 ans que je suis chez Michelin. Donc, j'ai fait toute ma carrière chez Michelin. Donc, après avoir fait les arts et métiers à Cluny à Paris, et puis une petite année d'armée en Allemagne, histoire de finir de bien me dégourdir. Donc, j'ai toujours voulu faire du bureau d'études. Donc, j'ai fait 30 ans de bureau d'études chez Michelin. J'ai fini donc les 11 dernières années comme patron de l'ingénierie procédé du groupe Michelin. Et là, depuis 3 ans, je suis en charge de la division moule de Michelin et également membre du conseil d'administration de Adop, qui est une joint venture entre FIV et Michelin. Donc j'en reparlerai un petit peu à la fin de ma partie innovation. Donc Michelin et Sigma et anciennement l'IFMA, c'est une longue histoire, hein, puisque Michelin était présent et a participé fortement à la fondation de cette école. Et donc ça fait 25 ans que moi je suis en lien avec cette école. Recrutement, je fais partie du conseil pédagogique et scientifique, et je viens assez régulièrement vous voir. Donc j'ai été commis d'office pour cette présentation, mais c'est avec plaisir que je viens vous voir aujourd'hui. Donc je vais vous parler d'innovation chez Michelin, de manière générale. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de fabrication additive, puisque je vous expliquerai en quoi on est leader en fabrication additive. Et puis après, je vous parlerai de mon expérience, ma vision de l'innovation, après 34 ans de carrière, où j'ai fait du développement, de la recherche et aussi de l'industrialisation, aussi bien en procédé que maintenant en moule. Et puis je terminerai par un tout petit volet sur le management, parce que s'il y a un besoin, s'il y a un domaine où on a besoin de beaucoup innover en France, c'est sur le management. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, je préfère, c'est interactif. J'ai des échantillons là au premier rang, donc je vous les ferai passer. Par contre, vous serez sympa de me les rendre, parce que ce que vous avez là devant les yeux, ça coûte très cher. Voilà, donc rapidement, parce que comme vous n'êtes pas tous clermontois, vous n'avez pas ça dans le sang. Donc Michelin, on est le deuxième producteur mondial de moules, de pneus, pardon, mais aussi le deuxième producteur mondial de moules. C'est-à-dire que comme on fabrique 95% de nos moules nous-mêmes dans nos usines, on est le deuxième fabricant mondial de moules, après un chinois qui s'appelle Haimal. Donc si on revient en pneus, on est le deuxième mondial derrière Bridgestone, avec environ 13% et demi de part de marché. On est présent dans 170 pays, 60, ça a changé, 70 sites industriels, puisque depuis on en a construit deux, enfin, construit un et acheté un autre, et ça dans la production industrielle dans 17 pays, 184 millions de pneus produits par an, et puis bon, pour l'anecdote, 16 millions et demi de cartes et guides. Donc j'espère que vous achetez bien les guides et les cartes Michelin, c'est les meilleurs. Vous pourrez vérifier, comparer avec d'autres. Donc un peu plus de 110 000 personnes employées dans tous les pays du monde, hein, y compris les pays où on n'a qu'une présence commerciale. Et puis au total, un réseau R&D de 6 000 personnes. Donc c'est quand même conséquent. En termes de part du chiffre d'affaires consacré à la recherche, on est le premier manufacturier de pneus avec 3% du chiffre d'affaires investi dans la recherche. Bon, voilà comment se répartit le gâteau. Bon, j'ai vu qu'il y avait une petite coquille là, tout à l'heure. Donc Bridgestone est premier, 14,5, Michelin 13,7. Bon, là on vient de racheter une entreprise qui fait un demi-milliard de pneus, un demi-million de pneus par an, donc ça va nous aider à nous rapprocher un petit peu d'eux, de Bridgestone. Ensuite vient Goodyear. Ensuite vous avez 27-28% qui sont constitués par Pirelli, Continental, etc. Tout ça, c'est les manufacturiers qui sont entre 2 et 6% de part de marché mondial. Et puis, vous voyez que la grande part, la 35%, c'est plein de petits manufacturiers, dont une grande majorité chinois, qui ont moins de 2%, hein, c'est pas 6, c'est 2% de part de marché individuelle. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, le pneumatique, ça a 100 ans à peu près, mais l'industrie du pneumatique, les entreprises de pneumatique n'ont encore pas été consolidées. Il y a plein de boîtes, c'est hyper consolidé, il reste un ou deux acteurs mondiaux et c'est fini. Là, il reste des centaines d'acteurs mondiaux. Donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, et nous, bien sûr, on fait tout pour ne pas se faire racheter, pour au contraire acheter d'autres. Bon, alors l'innovation chez Michelin, donc ça a commencé avec Ernest Thérault. Là. Vous ne connaissez pas Ernest Thérault? Il est mort en 83, hein, pas si longtemps que ça. Donc ça a été le premier cycliste à faire confiance aux pneus Michelin. Donc juste pour me remettre dans le contexte, faire des pneus à l'époque où les routes étaient pleines de chevaux, c'est un challenge, hein, parce qu'il y avait des clous partout. Donc tout le monde disait, ils sont complètement fous, hein, ceux qui voient qu'un jour on va rouler sur des pneus.
Donc comme quoi la persévérance paye. Donc bien sûr, quelques années après les vélos, on est passé sur les automobiles. Après, ça a été les pneus démontables, parce qu'au début, c'était fabriqué sur la jante en bois, hein, les pneus. Donc on s'est dit c'est un peu compliqué quand on crève, comme on crève souvent. Donc Michelin a inventé le pneu démontable, etc., etc. Bon, bien sûr, Michelin a touché un peu à tout. Donc l'aéronautique, hein, les frères Michelin étaient très attirés par l'innovation, très curieux. Donc ils ont investi dans beaucoup de domaines. Et pour l'anecdote, ils ont construit les premiers avions de l'armée française. Ils ont été donnés par Michelin à l'armée française, parce que l'armée n'avait pas les moyens. Donc Michelin a fait les avions, Renault a fait les moteurs, et l'armée a payé la moitié des moteurs à Renault et zéro pour les cellules qui ont été données par Michelin. Bon, donc Michelin a aussi fait des Michelines. Vous saviez que c'était ça l'origine de la Micheline? En fait, on mettait des camions sur des rails et on faisait des pneus spéciaux, et c'était beaucoup plus confortable et silencieux que les trains de l'époque. Bon, ça a moyennement marché, mais on a essayé. Alors il manque un truc important ici, là, entre ces deux-là, c'est l'invention du pneu métallique, puisque les pneus étaient à renfort textile jusque dans les années 30, où Michelin a commencé à sortir des pneus camions avec des nappes carcasses métal. Et là, il y a eu un gros problème parce qu'il a fallu attendre 20 ans pour trouver le produit chimique qui faisait que la gomme collait sur le métal. Et donc certains pneus allaient jusqu'à Paris, certains pneus faisaient 15 km avant d'exploser. Donc là, la recherche et le développement a permis de trouver le matériau qui permet à la gomme de coller sur le métal. Ensuite, il y a eu le pneu radial, donc à peu près à la même époque, enfin juste avant, le pneu radial tourisme arrivait juste avant, donc en fait c'est juste là le poids lourd. Et puis bon, après il y a eu l'époque aussi où Michelin a sauvé Citroën. Donc Michelin a été monté à 36% du capital de Citroën, avait refinancé Citroën, et la 2 chevaux a été inventée à 15 km d'ici, à Landes, par une équipe mixte Citroën, Michelin. Il y a quelques Citroën, il y a beaucoup de Michelin. Mais la voiture, la 2 chevaux, c'était vraiment une volonté des frères Michelin de rendre la voiture accessible, faire de la Ford-T à la française. Voilà, donc ça c'était au siècle dernier, hein, bon, siècle dernier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Bon, bien sûr, on est toujours leader technologique sur les pneus, mais on se diversifie un petit peu et on ouvre de nouveaux horizons. Donc un domaine important, c'est la fabrication additive. Donc pour faire des pneus de plus en plus performants, il faut faire des sculptures de plus en plus compliquées avec des moules. Il y a un tout petit bout de moule poids lourd. Et fabriquer ces sculptures avec les moyens traditionnels, ça devient juste impossible. Donc on est passé à la fabrication additive métallique, donc l'impression 3D métal. Donc si vous voulez regarder, si vous voulez faire passer 2 pièces là. Donc la pièce en aluminium, c'est l'ancienne technologie, c'est mix aluminium-acier. La pièce massive en acier, c'est la nouvelle technologie impression 3D. Donc ça fait 10 ans, je vous montrerai une fresque tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on a développé ces technologies qui permettent d'avoir des sculptures à géométrie variable au fur et à mesure, géométrie variable au contact du sol, au fur et à mesure de l'usure de la bande de roulement. Et ça, c'est pour garder des propriétés d'adhérence constantes en fonction de l'usure du pneu. Okay. Donc, on a développé cette technologie, on a réussi à la maîtriser industriellement, et on s'est dit, bon, on ne va pas, nous, Michelin, se mettre dans cette technologie pour la commercialiser, donc on va s'associer à un industriel. Donc, il y a eu une période de recherche. Et le choix s'est porté sur FIV, qui est un autre industriel français spécialisé dans les machines de production pour l'industrie automobile, donc soudage par faisceau d'électrons, soudage laser, machine-outil spéciale, machine de drapage des ailes d'avion, etc., etc. Donc on s'est associé avec eux pour créer une joint venture qui s'appelle ADOP et qui est la société française qui conçoit et fabrique des machines de fabrication additive. Donc il y a une dizaine de sociétés dans le monde qui maîtrisent aujourd'hui cette technologie. Et nous, on est les petits pousselles là-dedans, puisqu'on est les derniers entrants. Et on n'a vendu que 15 machines pour l'instant, mais on est tout jeune. Voilà, donc je reviendrai un petit peu sur la fabrication additive après. Donc là, il y a d'autres pièces là, qui montrent notre savoir-faire. Je vais les faire circuler aussi. Donc il y a une pièce là, c'est une pièce monobloc. Hein. C'est tout fait sur la machine, il n'y a aucun assemblage. Donc on développe aussi des solutions alternatives aux pneus, puisque le pneu reste crevable, et pour certaines utilisations, les agressions sont très importantes, et avoir un pneu crevé,
c'est problématique. Donc sur beaucoup d'engins de chantier et de jardinage professionnel, remplacer les pneus gonflés par ce genre de pneus qu'on appelle twill permet d'avoir une disponibilité des engins de 100%, de jamais arrêter, et donc de tenir les plannings. Donc c'est ça qui fait que sur ces engins qui roulent à la basse vitesse, cette technologie-là est en train de se développer. Nous avons également 3 usines pétrochimiques dans lesquelles nous développons des polymères spéciaux qui ont des caractéristiques qui permettent de décaler la performance du pneu Michelin. Et en dégradant un tout petit peu ces polymères, ça intéresse d'autres industriels. Donc on fabrique de plus en plus de polymères pour d'autres industriels du caoutchouc qui sont pour l'instant pas des concurrents. Ce sont des gens qui travaillent dans le caoutchouc mais qui ne font pas des pneus. Et puis ici, donc la partie moule, donc on commence cette année à vendre des moules à l'extérieur du groupe Michelin pour rester deuxième producteur mondial de moules et puis pour valoriser notre technologie additive. Des questions, des commentaires? N'hésitez pas. Hein. Non? Vous avez tout compris. Il y a un terreau à la fin. Oui, oui, eh ben oui, on prend un risque, bien sûr, mais sans risque, on ne fait pas de progrès. Et aujourd'hui, si vous voulez, dans l'industrie, l'ordre 1 pour la productivité et la performance économique, c'est le volume. Donc, si vous n'avez pas des volumes importants, vous n'allez jamais être un très bon compétiteur, sauf dans des niches très particulières, des nouvelles technologies, des marchés, des business émergents. Mais sur des marchés comme le moule qui sont archi connus, il faut qu'on maintienne des volumes de moule importants. Et pour ça, par rapport à notre concurrent chinois qui en fait 3 fois plus que nous, il faut qu'on arrive à monter un peu en volume. Alors, la fabrication additive, qui est familier avec la fabrication additive? Ah, d'accord. Additive métal. Bon. Donc, à votre avis, quand est-ce que Michelin a commencé à s'intéresser à cette technologie? Parce que là, vous avez des pièces qui circulent, donc vous dites c'est tranquille, ça va faire des pièces. Bon. Il faut savoir que ça ne fait pas 1 ou 2 ans que ça a commencé. Non, ça ne fait pas 1 an, 1 ou 2 ans. Vous avez dit? Ah, c'est ça, une dizaine d'années. Donc en fait, notre goûtage de la technologie a commencé en 2006. Donc en 2006, beaucoup d'industriels dont nous faisons partie observent en permanence les différentes technologies émergentes et recherchent des transferts de technologies. Est-ce que ces technologies peuvent s'appliquer chez moi? Donc on paye toujours des gens pour aller s'amuser avec les derniers gadgets à la mode. Bon. Donc là, un gars qui, par hasard, se retrouve aujourd'hui dans mon équipe, Frédéric, qui est un gazard aussi, et qui est un brillantissime ingénieur fou, parce qu'il a trop d'idées par jour, et il y en a des très très bonnes, a commencé à faire mumuse avec ça. Et il a rapidement démontré que les machines qu'on trouvait dans le commerce, ça valait rien. Donc il a dit, il faut que je développe une propre machine. Donc on lui a donné quelques centaines de milliers d'euros, et puis avec une petite équipe, il a conçu une première machine Michelin pour fabriquer des lamelles à l'époque. Donc dans la pièce qui circule, en aluminium, vous verrez qu'il y a des pièces qui sont elles en acier. Ces pièces-là, elles sont fabriquées déjà en fabrication additive. Ça fait depuis à peu près 5 ans. Donc Frédéric a fait la première machine qui était capable de faire ce type de lamelles en impression 3D métallique. Parce que les machines du commerce n'avaient pas le niveau de précision souhaité par Michelin. En 2010, le groupe Michelin a décidé d'investir 30 millions d'euros dans un atelier complet de fabrication additive. Donc 10 machines de fabrication additive sur un atelier qui est situé à Clermont-Ferrand. Après avoir travaillé avec les machines, donc les machines du commerce avaient fait des progrès entre-temps, donc notre atelier était fait avec des machines qu'on achetait sur le marché, mais on s'est rendu compte qu'on avait des limites industrielles à l'utilisation de ces machines. Donc en 2011, on a décidé d'étudier une machine industrielle Michelin, parce que les machines du commerce n'étaient pas assez performantes, un petit peu en qualité, mais surtout en fiabilité. Ensuite, a été prise la décision d'installer un deuxième atelier aux États-Unis. Alors, pardon, juste avant, on a commencé en 2012 les productions industrielles. Et puis, en 2013, décision de construire un deuxième atelier aux États-Unis et d'augmenter la taille du premier atelier. En 2015, nous avions atteint notre capacité maximum avec 31 machines
de fabrication additive installées. Donc chaque machine coûte à peu près 1,5 million d'euros. Ça nous donne une capacité en termes de lamelles, de lamelles qui rentrent dans nos moules pour faire les lamelles dans les pneus, de 1,5 million de pièces par an, 500 000 pièces par an. Donc aujourd'hui, Michelin est le premier producteur mondial de pièces en 3D métal, en nombre de pièces. Alors pas en masse parce que c'est petite, mais en nombre de pièces produites à usage industriel, on est de loin le premier producteur de pièces 3D métal. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur Michelin. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions par rapport à ça ou par rapport aux pièces que vous avez pu voir? Vous aurez noté la finesse des détails de certaines pièces. C'est juste magique. On arrive à faire des pièces de l'ordre de 2 dixièmes, 2 dixièmes et demi en finesse, mais sur des courtes longueurs. Sinon, on arrive à faire des pièces importantes de 4 dixièmes d'épaisseur pour les dimensions minimum. Alors, le temps de fabrication, aujourd'hui, avec les machines qu'on exploite aujourd'hui, on est aux alentours de 7 cm3 par heure. 7 cm3 fusionnés par heure. Et notre projet industriel qu'on est en train de lancer maintenant, on vise 50 cm3 par heure avec les générations de machines qui vont sortir dans 2 ans. C'est comme toute nouvelle technologie, elle progresse très vite. Oui. Oui. Alors déjà, vous avez toutes les pièces fortement sollicitées. Avant de convaincre Dassault, Airbus et encore plus Boeing aujourd'hui de changer de techno. Bon. Donc en fait, la technologie est en train de rentrer progressivement avec des pièces faiblement sollicitées. Donc juste en face de moi, là, monsieur, s'il vous plaît, vous avez une pièce à votre celle-là, là, si vous voulez la montrer. Donc ça, c'est une charnière de capot. Okay, mais ça vole, c'est pareil avec l'avion. Donc cette pièce-là, elle était avant taillée dans la masse en aluminium, elle faisait 109 grammes. Et là, avec cette technologie-là, elle fait 49 grammes. Et elle a exactement les mêmes propriétés mécaniques. Par contre, elle utilise l'espace de manière différente, elle positionne la matière de manière différente dans l'espace, de manière à créer des grands moments d'inertie. Et donc, on a des pièces à résistance équivalente qui sont beaucoup plus légères. Et au passage, ça révolutionne complètement la conception des pièces. On n'est plus sur des pièces conçues à partir de soustractifs, on a des pièces conçues à partir de torseurs mécaniques. C'est-à-dire qu'on a des zones, on a des efforts qui s'appliquent à tel et tel endroit, et bien comment on relie ça par de la matière au moindre poids. Et sur cette technologie, plus c'est léger, plus c'est économique. Par contre, l'additif, le soustractif, c'est le contraire. Plus c'est léger, plus c'est cher. Il y avait d'autres. Donc tous les matériaux que vous avez là, c'est ce qu'on appelle des maraging, c'est des aciers nickel-cobalt, sauf la pièce aéro là, qui est en alu. Ouais. Il y avait une autre question? Ok, et donc pour finir sur cette partie-là, donc en 2016, comme je vous le disais, Michelin avec FIV ont créé la société Adop. Et puis depuis cette année, on ne fabrique pas que des lamelles, mais on fabrique la surface complète du moule qui va mouler la bande de roulement. Donc là vous avez une partie de pièces, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Voilà, celle-là. Donc ça, c'est un tronçon de moule poids lourd. Bon, ça, c'est un échantillon. Hein. Les tronçons industriels sont 4 fois plus longs que ça, mais il en faut une quinzaine pour faire le moule complet. Donc aujourd'hui, on sait faire ça, et on a des moules qui sont faits avec cette technologie-là, qui sont en fabrication aujourd'hui, et on pense qu'on est les seuls pour l'instant à avoir ces produits en fabrication industrielle. Donc pour information, Continental vient de s'acheter 30 machines aussi. Donc comme ils sont 3 fois plus petits que nous, on se demande ce qu'ils vont faire avec 30 machines, mais ils ont acheté 30 machines. Il y a beaucoup de buzz et beaucoup de communication autour de l'additif. Et c'est un peu la course à la communication. C'est celui qui racontera le plus gros truc. OK? Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, aujourd'hui, pour faire
pour faire ce qu'on appelle nous la garniture, hein, ce qui moule la sculpture, c'est un procédé de surmoulage aluminium sur des lamelles en acier. Donc les lamelles, il faut les avoir fabriquées, donc il faut des outils de découpage, de formage. Et puis la sculpture, il faut avoir fait un moule. Mais dans le moule, comme il faut mettre les lamelles, il faut un contre-moule. Donc au total, le procédé actuel, c'est 13 étapes de fabrication, pour 2 semaines et demie de travail. Avec le procédé de fabrication additive, c'est 3 étapes de fabrication. Et si on met 5 ou 6 machines en parallèle, c'est 2 jours de production pour avoir la sculpture complète. Donc c'est beaucoup plus simple en industrie, beaucoup plus rapide. Et notre projet rend ces sculptures complexes 20% moins chères que le procédé actuel. Oui. Oui. Alors ici, on a développé nos propres machines, mais on a fait les ateliers avec les machines du commerce parce qu'on avait des pneus à faire avec des lamelles complexes. Et on avait décidé de faire ces pneus-là avec ces performances-là. Donc le pneu Cross Climate, je pense que certains d'entre vous connaissent le Cross Climate Michelin. Les lamelles du pneu Cross Climate Michelin ont été à l'origine de la décision de créer ces ateliers. Donc le Cross Climate est sorti en 2015. Vous voyez quand est-ce qu'ont été prises les décisions d'investir dans des ateliers industriels qui allaient produire les lamelles en assez grande quantité pour ce pneu. Alors, pour l'anecdote, au début, une lamelle sur 2 était mauvaise. Donc c'est en faisant des millions qu'on apprend à les faire bonnes. Et puis, on a eu nos machines, on en a construites 4. Et à un moment donné, s'est posé la question, est-ce qu'on continue avec nos machines ou est-ce qu'on continue à acheter des machines de commerce? Et c'est là que quelqu'un est venu avec une autre idée qui a été de dire, et si nos machines, on les faisait faire par un partenaire? Et donc, nos machines sont passées de là à la joint venture. Et le savoir-faire acquis dans la conception des machines Michelin a été la base du savoir-faire de la société ADEP. Sur les 31, il y en a 27 qui sont non Michelin. Voilà. Et à partir de... Dans 2 ans, ce sera des machines ADEP. OK. On va changer de sujet maintenant. Il reste un quart d'heure, c'est ça? C'est qui? OK. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait de la recherche en bureau d'études procédés. Donc, j'ai travaillé dans le procédé de très haute technologie Michelin qui s'appelle C3M. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ça. C'est un procédé ultra secret que seul Michelin maîtrise pour fabriquer les pneus haut de gamme. Donc, j'ai bossé 2 ans en recherche là-dedans. J'ai fait 6 ans en industrialisation dans ce procédé. J'ai fait du développement de nouveaux procédés conventionnels dans différents domaines. Donc, j'ai un petit vécu industriel d'innovation. Et je vais vous dire 2 choses issues de mon expérience qui sont complètement iconoclastes. L'innovation, elle ne paye pas tout le temps. Il est admis que sur 100 innovations, il y en a une qui va être extrêmement payante et 1 sur 10 qui va à peu près survivre. Je pense que vous avez vu ça. Il ne marche pas? Ah, c'est que je suis... Ah, excusez-moi, ça va mieux là? C'est que je suis timide, donc je n'osais pas trop. Oui, donc bon, je pense que vous avez tous lu ça dans les littératures. Hein. Une innovation sur 100 payante, 1 sur 1000 extraordinaire, et 1 sur 10 va à peu près survivre. Donc il faut innover beaucoup pour finalement gagner peu. Donc ce qui explique les difficultés de toutes les équipes R&D et les états d'âme qu'on a en France autour de ces sujets. Moi, ce que je peux vous dire, issu de mon expérience, c'est qu'il y a 2 manières d'innover tous les jours et qui rapportent à tous les coups. D'accord? Donc, la première, c'est de simplifier. Je vais vous montrer un exemple après. Le cerveau humain est ainsi fait que le truc simple, il n'y pense jamais en premier. Jamais, jamais, jamais. Et souvent, il faut avoir une équipe d'ingénieurs un long moment sur un sujet. Vous injectez 3 ou 4 gars qui viennent d'ailleurs, et là, tout d'un coup, le truc qui est 10 fois plus simple. Et la simplification, ça rapporte énormément d'argent. Et tout l'argent que vous économisez là, vous pouvez le mettre éventuellement sur de la recherche avancée. Et ça, mon expérience, c'est que les entreprises françaises ne le font pas assez. Donc l'automobile le fait pas mal, il y a une concurrence terrible, mais il y a tout un tas d'autres domaines. Vous avez tout un tas de biens d'équipement industriel qui sont juste hors de prix.
Donc, moi, toute ma vie, j'ai travaillé dans le procédé. Donc, vous faites un petit sous-ensemble d'une machine, vous en mettez 4 dans le coffre de votre voiture. Chaque sous-ensemble coûte 2 fois le prix de la voiture. Donc, vous avez dans le coffre 8 fois le prix de la voiture. C'est la mécanique pareil. Donc, on a un sérieux problème sur ce facteur d'échelle de coût entre les objets de grande série et les objets de biens d'équipement, parce qu'ils sont conçus de manière beaucoup trop compliquée. Au passage, la fabrication additive permet de fortement simplifier les sous-ensembles, puisqu'on peut combiner de nombreuses fonctions. Et puis il y a le deuxième point, qui est rarement cité, c'est la qualité. C'est-à-dire la capacité à tout faire bon du premier coup. Les études bon du premier coup. L'industrialisation bon du premier coup. La fabrication de tous les objets bon du premier coup. Et là, je peux vous dire qu'il y a un gros dévers. Donc, ma fille travaille dans une... Donc elle est à la concurrence, elle a fait INSA. Elle travaille donc chez un très grand industriel de l'agroalimentaire. Et leur taux de déchets dépasse les 20% dans l'alimentaire. Okay. Donc, le bon du premier coup, c'est pas tout à fait ça. Donc, et ça, c'est pas, bien sûr, c'est pas sexy, ça ne fait pas des articles de journaux, ça ne fait pas des symposiums, etc. Par contre, les vraies richesses, les vrais gains, ils sont là. Je peux aussi vous donner l'exemple que j'ai vécu. Hein. Donc, l'ingénierie Michelin, il y a 10 ans, avait connaissance de 46 000 non-conformités présentes dans ces dossiers de machines. C'est-à-dire qu'il manquait des trous, des pièces, la longueur n'était pas bonne, il y avait une tolérance qui n'était pas bonne. On l'avait déjà constaté, mais on ne l'avait pas corrigé. Donc, chaque fois qu'on allait refaire la pièce, elle allait être mauvaise. Vous dites, c'est incroyable. Je peux vous garantir, tous les industriels ont ce même problème. Parce qu'on a plein de projets, plein de trucs à faire, et qu'on n'a jamais le temps de réparer le truc qu'on vient de trouver. Vous me croyez quand je vous dis ça? C'est la réalité. Bon, par un effort colossal de quelques croyants en la qualité, on a réussi à descendre à moins de 2000. Mais ça a été un effort de 10 ans. Et les gens ont appris donc à concevoir bon du premier coup. Et pour ça, ça nécessite des méthodologies extrêmement rigoureuses, mais qui permettent, sur des protos pas trop décalés, on va parler d'extrapolation, on peut envisager des extrapolations de machines, par exemple, bonnes presque du premier coup, en conciliant expérience, expertise et rigueur. Tout ça au service de la qualité. Donc la qualité, on en parle beaucoup. Moi, dans ma vie, j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas assez, en tout cas. Alors, je vais vous montrer un petit exemple concret. Donc, dans l'industrie, on a des machines qui sont assez puissantes, qui chauffent, et il faut, ici, là, les alimenter. Donc là, c'est des machines avec des cylindres qui malaxent de la gomme. Et donc, tout ça, il faut que ça soit refroidi. Donc, on envoie de l'eau dans les cylindres à travers ce qu'on appelle des joints tournants. Donc, on envoie l'eau par le milieu. Elle repart par des chemises à extérieur du cylindre. On la récupère par un tuyau coaxial dans l'axe du cylindre. Parce que là, tout le monde suit. Et là, vous voyez, il y a des durites en caoutchouc. Et de temps en temps, il peut y avoir une fuite sur une durite. Donc, l'eau peut être froide, mais j'ai oublié de dire qu'elle peut être chaude aussi. Puisque quand on démarre la production, il faut chauffer. Donc, on a de l'eau à 60, 70 degrés. Et donc, c'est potentiellement un risque pour les opérateurs si un tuyau éclate avec de l'eau à 70 degrés dedans. Donc, les gens disent, bon, bah, il faut protéger les tuyaux des risques d'éclatement vis-à-vis des opérateurs. Donc là, maintenant, c'est arrivé, ils ont fait un truc, ils ont fait un capot. Puis, bon. Les chefs, maintenant, sont arrivés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a des fuites d'eau, s'il y a des fuites de graisse, on ne va pas le voir. Il faut un truc transparent. Ah oui, ok, chef, on s'est trompé. Ok, donc on fait un truc transparent. Donc ça, c'est la solution transparente. Donc vous voyez, il faut 14 tubes en acier, 2 pattes de fixation, 4 grilles, blablabla. Bon, ça fait le boulot. On est d'accord. Vous voyez ? Lors d'un déplacement en Inde, je visite un atelier, je vois la même machine, et sur la machine, il y avait ça. On ne va pas rentrer dans les détails, je vous garantis, je vous jure, que ça répond exactement à tous les points du cahier des charges. Ça répond à tous les points du cahier des charges, absolument tous. Voilà. Et vous savez, on a souvent parlé de l'Inde, les gens sont brillants, etc. Et puis ils savent faire beaucoup avec peu. Ben, More for Less, ça c'est un super exemple.
Donc voilà une illustration de comment on peut penser simple. Alors, tout problème n'a pas une solution simplissime. Voler en l'air, voler avec des avions, ça reste un peu compliqué quand même. Mais il y a plein de problématiques du quotidien qui pourraient avoir des solutions beaucoup plus simples. Ok ? Alors, je vais vous parler un peu maintenant d'innovation managériale. Donc, je suis assez à l'aise pour vous en parler parce que moi, j'ai fait ça pendant 25 ans. Donc, moi, je suis arrivé chez Michelin. On a vérifié que je savais concevoir et après, on m'a mis chef. Donc, le chef, ça commande. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai commandé les employés. J'ai montré que c'était moi le boss. J'ai dit attention, hein, ne déconnez pas. Faites pas d'erreur. Pas de non-conformité. Bon, comme tout le monde, j'ai dit je fais ci, je fais ça, etc. Mon équipe, bon. Je savais comment il fallait usiner les pièces, je savais comment il fallait les traiter et tout. J'ai appris tout ça à l'école. Les gens, et ça c'est vrai, les gens étaient un moyen d'atteindre les objectifs du groupe Michelin. Bon, ok. Donc ça, c'est le management instinctif qu'on croit devoir avoir quand on n'a pas été formé à être manager. Or, après 30, donc sur 34 ans, j'ai été 33 ans manager, c'est le plus dur boulot du monde. Et il y a zéro formation là-dessus, zéro. Donc on vous balance dans l'arène, là, parmi les gladiateurs, et on vous a même pas appris comment tenir un bouclier. Espérance de survie faible. Bon, et il se trouve qu'avec les jeunes générations, alors ça marche plus du tout, alors plus du tout. Il y a des commentaires peut-être? Non, c'est méchant, ça m'intéresse d'avoir un peu de feedback. C'est quoi votre opinion sur le sujet? Comment? Et oui, ben moi aussi j'ai des enfants, mais on voit ces enfants à travers un prisme qui est un peu déformé quand même. Et puis on ne les voit pas en milieu professionnel. Donc c'est encore un peu différent. Donc en fait, ce qui apparaît aujourd'hui absolument nécessaire, et en France on a un gros retard là-dessus, c'est de passer du mode management, un peu militaire, au mode leadership. Il faut être un leader, il faut être un peu à l'image d'un coach sportif, il faut plus inspirer les gens que les commander. La grosse différence, c'est que le management consiste à dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et le leader va dire qu'est-ce qu'on a besoin de faire, quels sont les résultats dont on a besoin. Mais la manière de faire, il faut laisser aux gens la manière de trouver, la liberté de la trouver, tout en les guidant. Parce que bien sûr, avec 35 ans, par exemple, d'ingénierie, je pense que j'ai un peu plus de bouteilles que le gars qui vient de démarrer. Alors, je vais lui dire, voilà, il faudrait faire ci et ça et ça. Puis au bout de 2 jours, je vais dire, bon, t'en es où? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que t'en penses? T'es sûr, là, que si tu fais un truc comme ça, tel et tel problème va être résolu? Mais l'approche doit être complètement différente. C'est plus le comment faire, c'est quel est le résultat à atteindre. Et ensuite, aider les gens à faire par eux-mêmes l'expérience. Parce que vouloir imposer des méthodes acquises au fil de son expérience à d'autres personnes, ça ne marche plus du tout. Ça n'a pas beaucoup marché dans le passé, maintenant ça ne marche plus du tout. Donc il faut accompagner chacun et chacune dans son vécu d'expérience. Et aider chacun à faire son expérience en évitant trop les écueils. Parce que en parallèle de ça, il y a les contraintes financières qui sont de plus en plus lourdes sur les entreprises. Moi, quand je suis rentré chez Michelin en 85, bon, on m'a payé 1 an et demi. À la limite, si je faisais rien, c'était pas grave. C'est comme ça, il apprenait. Aujourd'hui, un jeune ingénieur, au bout de 3 mois, il faut qu'il commence à être opérationnel. Il faut qu'il commence à délivrer quelque chose. Ah, c'est trop tard. On a changé de chapitre maintenant. Oui, alors peut-être, attendez, il y a le micro qui va arriver. Ça sera... En fait, nous, on a l'habitude de notre petite imprimante 3D au fond de notre labo.
Donc, normalement, on met du support. Il y a du support dessus ou... Non, parce que celle-là, elle a été faite à plat. Elle a été faite à plat. Et vous voyez la marque de la découpe-fil sur l'arrière de la pièce. Donc elle a deux pattes, là, deux oreilles. Les deux oreilles étaient en l'air. D'accord. C'est pour ça qu'on ne voit pas les supports. Mais oui, il y a des supports. Et, dans beaucoup de pièces, il y a des supports. Mais celle-là, elle a été conçue pour qu'on n'ait pas besoin. Parce que et comment vous enlevez le support, du coup? Comment on enlève les supports? Ouais. Eh ben, soit par usinage, soit suivant les pièces, on les casse. Sur nos lamelles, par exemple, on les casse, puisque les supports sont mis sur une partie non fonctionnelle. D'accord. Donc ils sont découpés selon le pointillé. Et après, il n'y a plus qu'à casser. Merci beaucoup. OK. Donc ça c'est important. Et le leader va donner du sens à l'activité de chaque personne. Il va expliquer à chaque personne pourquoi le travail qu'on lui a confié est important et en quoi il contribue à un ensemble plus important et plus grand. Et ça marche bien. Ça permet vraiment de mettre en mouvement des équipes et ça marche mieux avec les jeunes qu'avec les anciens. Parce qu'en France, j'ai travaillé aux États-Unis, au Brésil, j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec des Chinois, bien je n'ai pas été basé en Chine. En France, il y a quand même une particularité dans le monde du travail, c'est qu'il y a une très forte réminiscence de la lutte des classes. Il y a les employés et les chefs, et tous les chefs, même le premier chef. Et ça pourrit complètement les relations. Et donc, pour créer de la confiance, c'est difficile et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience aux managers. Cette approche-là est favorable à l'émergence du climat de confiance avec les jeunes générations. Par contre, les anciennes générations, qui ont vécu toujours avec ce mental de lutte des classes, ils disent où est-ce qu'ils sont encore en train d'essayer de nous couillonner. C'est véridique. Hein. Bon, donc c'est un sacerdoce. Hein. Donc, nous, chez Michelin, comment on essaye de mettre ça en œuvre? Parce que ça, ce que je vais montrer, il y en a plein sur Internet. Donc, j'en ai pris un vite fait hier soir sur Internet. Ce qu'on fait dans quelques entités pilotes chez Michelin, donc, l'entité dans laquelle je suis, là, les moules, fait partie des entités pilotes. On essaie de donner du sens à l'activité de chacun en disant notre boulot, c'est de faire en sorte que l'ensemble des utilisateurs des moules chez Michelin soient super contents. Ce qu'on appelle, dans le monde global, la Customer Centricity. Vous avez déjà entendu parler de ça, j'imagine, non? Donc, Customer Centricity, c'est une orientation qui se développe très vite depuis 3 ans auprès des entreprises pour gagner des clients et gagner surtout la fidélité des clients. Donc, moi, j'ai suivi une formation il y a 3 ans par un professeur brillantissime sur le sujet et qui nous dit, vous savez, le problème, c'est pas d'éviter de perdre votre client. Le problème, c'est de lui donner des raisons pour rester. Il nous dit, et ça marche pareil avec vos femmes, et mesdames avec vos messieurs. Et c'est une approche très différente. Hein, parce qu'avant, à partir du moment où on faisait le boulot, c'est bon. Ah ben non. Parce que vous faites le boulot, mais il y en a un à côté, il le fait beaucoup mieux que vous, et c'est pas plus cher. Pour vous donner un exemple, hein, là je reviens sur le professionnel. On est bien d'accord. Malheureux enchaînement. Je mettrai une pause plus longue la prochaine fois. Donc il y a une entreprise espagnole, une grande entreprise espagnole, qui travaillait avec ISS, qui est une entreprise donc, de nettoyage d'origine danoise, si je me souviens bien. Et ils étaient extrêmement contents de la qualité de service de cette entreprise. Donc un jour, le grand patron de l'entreprise espagnole a convoqué le grand patron de la branche espagnole de l'ISS en disant « On voudrait que vous nous louiez des voitures. » Nous, on fait du nettoyage industriel. Oui, mais il n'y a que vous qui nous écoutez, qui comprenez nos besoins, et chaque fois, vous nous apportez la réponse dont on a besoin. On n'est pas content de tous les loueurs de bagnoles espagnols, on veut que vous nous louiez des voitures. Et ça, vous apprendrez. Et ils l'ont fait, ils sont super contents. Donc voilà un exemple de Customer Centricity. Donc nous, on essaye de faire en sorte que toutes les usines Michelin soient super contentes de notre entité. Et pour ça, donc, on essaie d'orienter tous nos employés sur la satisfaction du partenaire. Ensuite, on donne de la responsabilité aux employés en disant « Tu fais ce qui est bon pour le partenaire, tu sais quels sont ses besoins, il t'appelle, il y a un problème, pas besoin de remonter au chef du chef du chef. S'il faut remplacer un moule gratuit, tu as la possibilité de le faire, tu le fais. Enfin, tu nous le dis quand même, mais tu le fais. » Parce que moi, j'ai
j'ai un directeur financier qui me demande de tout justifier. Hein. Et ce qui est important également, c'est que pour que cette transformation se produise, il faut reformater tous les managers. Donc on a un gros programme d'accompagnement des managers pour qu'ils passent du mode de gauche vers le mode de droite. Et puis tout ça, pour être sûr que ça fonctionne, on met en place des nouveaux indicateurs qui existent, hein, ça s'appelle Customer Effort Score ou Net Promoter Score. Donc quand vous allez chez votre concessionnaire, à tous les coups, il vous fait remplir un papier ou vous recevez un mail pour savoir si vous êtes content, non? Voilà, donc ça alimente les indicateurs type NPS ou CES. Et ça, c'est une transformation qui n'est pas bien perçue par beaucoup d'industriels, beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, et qui va faire dans 10 ans une énorme différence d'attractivité entre une société et une autre. Parce qu'il y a des sociétés où il fera mal vivre, et des sociétés où il fera bien vivre, où il fera bon vivre. Voilà, donc dans le temps qui m'était imparti, j'ai dépassé un petit peu. Merci beaucoup. On a éventuellement le temps pour une question. Vous nous avez parlé beaucoup d'innovation et je voulais savoir, Michelin fait comment pour se protéger contre l'innovation? Pas contre l'innovation, mais se protéger sur les innovations qu'elle crée. Bon alors, c'est simple, nous on est des parano de la sécurité, de la sûreté. On est parano. Donc là, demandez à madame le temps qu'il nous a fallu juste pour lui transmettre mon fichier PowerPoint. C'est très compliqué. Hein. Donc par exemple, aucun des PC Michelin n'a de port USB activé. On a des firewalls pour toutes nos communications. On a bien sûr la batterie des brevets. Donc on est hyper protégé. Alors je ne dis pas qu'on ne va pas se faire piquer des trucs. Hein. Quand j'étais dans l'activité recherche, procédés d'avant-garde, quelqu'un, c'est manifeste, a vendu une invention qu'on était en train de faire. Puisqu'au moment où nous on a fait notre demande, on a vu la publication du brevet Bridgestone, qui était la copie conforme du truc qu'on avait inventé. Donc quelqu'un, on n'a jamais pu trouver qui, mais quelqu'un a vendu notre invention à Bridgestone. Bon, ça ne nous a pas porté tort. Bridgestone ne nous a jamais attaqué, mais voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas protégé qu'il faut baisser la garde, c'est une vigilance de tous les instants. Donc, tous les ans, on remet une couche à tout le monde sur la sécurité et la sûreté. Et au point de vue de l'innovation, c'est votre cœur de métier, comment vous formez vos employés à l'innovation? Alors, il y a beaucoup de parrainage et de coaching, hein, puisqu'on a dans chaque domaine ce qu'on appelle des fellows, on va dire des experts, qui ont pour rôle de détecter les futurs fellows de demain et de les accompagner. Après, il y a tout un tas de formations sur différentes méthodes d'innovation, et puis des animateurs de créativité. Donc on a plusieurs leviers pour développer la fibre innovante. Mais 80%, ça reste basé dans la tête des gens, quoi. Les gens naissent innovants ou moins. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez parlé pas mal d'innovation. Moi, j'avais une question sur le futur. Enfin, on parle beaucoup de voitures autonomes, de nouveaux moyens de transport. Est-ce que vous appréhendez ce futur-là, ou est-ce que vous avez essayé de l'anticiper Oui, on essaye de le suivre, hein, puisqu'on a investi également dans une société. Enfin, on a créé une joint venture avec Forestia pour développer donc des cellules à hydrogène. On a développé toute une série de pneus pour les véhicules électriques. Donc on suit le mouvement, on n'essaie pas de s'opposer au mouvement, on essaie de suivre. Et d'ailleurs, Michelin sponsorise tous les ans un événement qui s'appelle Movinon, où on essaie de sponsoriser le développement rapide de la mobilité sans empreinte écologique. Donc véhicules électriques, véhicules autonomes, tout ça, ça fait partie des choses qu'on souhaite accompagner. Merci beaucoup, Monsieur Kokovi. Bonne fin de journée à tous. J'aurais bien récupéré mes échantillons. Et je les connais tous, donc...